bienvenue dans le comptoir de l'info, première partie. Alors, est-ce au mois de mai, le mai de l'Europe? Est-ce la semaine de l'Europe? En tout cas, du 9, donc c'était il y a peu, jusqu'au 18, Geneviève Saint-Hubert, c'est la semaine de l'Europe. Vous êtes secrétaire générale de la Maison de l'Europe à Toulouse et dans la région Midi-Pyrénées, dois-je dire? Toulouse-Midi-Pyrénées s'appelle la Maison de l'Europe. Alors, c'est quoi cette semaine de l'Europe? Ça correspond à quoi? Alors, en réalité, la journée de l'Europe, c'est le 9 mai. Ouais. Hein, l'acte fondateur, Jean Monnet, Robert Schuman, c'est le 9 mai, la déclaration Schuman. D'accord. Il se trouve que nous avons la chance à Toulouse, depuis quelques années, de fêter cela sur une semaine complète, ce qui donne à la fois plus de temps, plus d'espace et plus de manifestations. Puis ça devient une quinzaine, et comme il y a aussi d'autres manifestations hors Toulouse et le Grand Toulouse, je peux déjà vous dire que c'est carrément un mois de l'Europe. Ah d'accord, c'est ça en fait. Alors le but c'est, comme j'ai pu vous le dire hors antenne, c'est que l'Europe à Toulouse, personne ne voit vraiment à quoi ça peut ressembler. On se dit tiens, l'Europe éventuellement, Airbus, c'est l'Europe. Et on voit que l'Europe économique. Oui, Airbus, c'est vrai que c'est l'Europe, mais l'Union européenne, c'est beaucoup plus que ça. Et ce sont tous les citoyens qui sont nés sur un territoire européen. Donc nous sommes tous des citoyens européens. Mais on est toujours en recherche de cette identité finalement. Oui. Ça veut dire quoi être européen? Alors il y a Schengen. Justement, c'est compliqué dans la représentation mentale. Nous sommes des citoyens d'un pays et nous avons une citoyenneté qu'on pourrait appeler superposée, qui est la citoyenneté européenne, qui nous donne des droits que d'ailleurs la majorité des citoyens européens ne connaissent pas. D'accord, ouais. Voilà. Mais donc, question, vous qui êtes au cœur de l'Europe, je veux dire comme ça, est-ce que ça circule beaucoup en Europe? Est-ce que les Français voyagent énormément en Europe? Est-ce que les échanges se font énormément? Oui, bien sûr, mais il y a plusieurs catégories. On va dire que ce n'est pas les mêmes mobilités, si vous voulez. Par exemple, la mobilité touristique, on sait maintenant que les Français, ils ont plutôt tendance à rester chez eux, alors que tout le nord de l'Europe déferle, entre guillemets, sur le sud. Ça, c'est une façon de voyager. Ensuite, vous avez les mobilités étudiantes ou des jeunes qui, eux, vont se former ailleurs. Et puis, vous avez les mobilités professionnelles. Oui, aussi, et puis, hélas, de nouveau, nous connaissons à nouveau des mobilités économiques, parce que c'est la crise un peu forcées. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'exemple de la Grèce est assez étonnant. Alors, vous me disiez, que font les Grecs? Eh bien, je vous disais, les Grecs prennent les Goethe Institut d'assaut pour apprendre l'allemand, pour se former à la langue allemande et aller tenter leur chance à nouveau, et on continue, on va dire, en Allemagne pour trouver du travail ou en Autriche. Et est-ce que pour la jeunesse, alors les programmes Erasmus ont été sauvés, c'est ça? Alors, le budget, disons que le budget était menacé. Vous savez que le budget européen est menacé de réduction et qu'elle va s'avérer, mais bon, il y a encore des batailles. Et Erasmus était menacé dans son budget, pas dans son existence. Et donc, voilà. On a réussi. Mais ce qui pouvait sembler être une erreur gigantesque et stratégique, puisque si on ne commence pas à sensibiliser la jeunesse à l'Europe, ça ne marchera jamais. Erreur gigantesque et stratégique, et je dirais à la limite presque de communication. Parce que Erasmus, dans l'inconscient des Européens et des autres, c'est la mobilité étudiante, c'est ce qui est le plus connu. C'est l'auberge espagnole de Cédric Lapiche. Voilà, c'est ce qui peut incarner l'Europe. Et deuxièmement, vous le dites aussi, c'est la mobilité de l'éducation et de la formation. Donc c'est fondamental pour nos sociétés, c'est évident. Mais alors, si on parle de l'Europe, y a-t-il de grandes différences entre les pays européens? Parce que le but, c'est d'uniformiser ou que chacun garde son identité? Harmoniser, cher monsieur. Harmoniser, d'accord. Bien sûr qu'on a uniformisé les prises de courant et que de Lisbonne à Helsinki, vous-même... Sauf en Angleterre. Sauf en Angleterre, mais bon, voilà, j'ai pris une autre diagonale. Vous pouvez, par exemple, ou moi brancher mon sèche-cheveux, ou vous votre rasoir électrique, sans changer de prise. D'accord. Sans passer, en oubliant l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Mais harmoniser, c'est l'harmonisation des diplômes, c'est l'harmonisation de tout un tas de choses au niveau du droit, au niveau, vous voyez, créer des passerelles. Il ne s'agit pas d'uniformiser. Uniformiser, ça se conçoit sur un marché. On uniformise pour que tout le monde puisse acheter, entre guillemets, la même chose. Quand on parle de l'Europe des citoyens, de l'Europe de l'éducation, de la connaissance, de l'innovation, de tout ce que vous voudrez, il s'agit d'harmoniser les passerelles, les diplômes, pour qu'on puisse effectivement travailler les uns avec les autres. Mais est-ce que tout n'a pas été fait à l'envers? Parce qu'on en est où au niveau de l'Europe politique? Elle existe ou pas?
Non, on est toujours... Alors, elle existe, oui, car les décisions se prennent entre le Parlement européen, qui représente les citoyens, et les gouvernements, que nous élisons, chacun dans nos pays. Mais nous sommes encore dans ce que j'appelle, ce qui s'appelle l'intergouvernemental. Et donc, il n'y a pas d'entité politique propre à l'Union européenne. On est toujours sur la phrase de Kissinger qui, il y a longtemps, disait « Quand j'appelle l'Europe, j'ai qui au bout du fil ». Eh bien, on en est toujours là. Est-ce qu'on est trop en Europe? Est-ce qu'il y a trop de pays? Alors, est-ce qu'on s'est agrandi beaucoup, disent « c'est agrandi beaucoup trop vite ». Oui, ça, je crois qu'on peut partager cette idée. Maintenant, les échéances, je dirais, politiques et stratégiques qui se posaient au moment de la chute du mur de Berlin étaient telles que ceux qui ont fait les élargissements se sont dit on n'a pas le temps. Parce qu'on le voit bien, on le voit bien à la frontière de ces pays-là. C'est-à-dire que certains ont basculé, soit dans des gouvernements, des choses ingouvernables, où il y a du terrorisme, de la violence, etc. Donc, voilà, il y a une partie de ces pays qui, bon gré mal gré, cas un cas, parce qu'ils ne se sont pas tous développés dans l'Union européenne de manière identique. Mais alors, sans doute on a élargi trop vite, mais y avait-il d'autres choix? Alors on revient sur Toulouse, donc cette semaine ou ce mois. Alors donc des opérations en faveur des enfants, donc dans les cantines scolaires, il y aura manger européen. Il y a un forum aussi qui sera à Place du Capitole, je crois. Alors il y a un forum européen qui d'abord se situe à l'espace Pierre Baudis, qui est organisé par la Commission européenne et le Conseil régional Midi-Pyrénées à leur initiative, et qui sera très intéressant parce qu'il va parler des routes d'Europe. La route de Saint-Jacques, la route du vin, les routes culturelles. Et le thème, c'est les identités culturelles et le tourisme culturel en Europe. Donc ça se situe là. Oui. Jeudi et vendredi qui arrivent. Et ensuite, un petit peu à cheval, puisque vendredi et samedi, il y aura Place du Capitole, le traditionnel village européen organisé par la mairie de Toulouse, où les associations... Alors on trouve qui là? Des associations qui gèrent l'espéranto peut-être? Alors on trouve les espérantistes, ce sont aussi des citoyens européens. Donc cette langue qui devrait être commune à l'Europe, qui a été créée, qui n'est pas parlée. Commune au monde, si on les écoute. Commune au monde, oui. Le problème linguistique en Europe est à la fois notre écueil, mais aussi notre richesse. Voilà. Donc, qu'y a-t-il au village européen? Et vous allez trouver le Goethe Institut, l'Institut Cervantes, vous allez trouver des associations européennes comme le Mouvement européen, mais vous allez aussi trouver la mairie, les institutions, les collectivités, l'État qui va venir présenter ce qu'a réalisé l'Europe en Midi-Pyrénées, c'est-à-dire il y a de l'argent, même si on ne le sait pas, il part à Bruxelles, mais il revient dans les régions et il finance tout un tas de choses. Et d'ailleurs, la préfecture organise un tour à vélo, comme chaque année, donc ça on peut le trouver sur le site Le Joli Mois de Mai de l'Europe ou sur le site de la mairie de Toulouse, pour aller justement visiter ces choses concrètes. C'est-à-dire, voilà, l'argent qu'on a donné à l'Europe, il revient chez nous et voilà à quoi il a servi pour nous. Voilà. Alors, dans la conscience des gens, on dit oui, on est en Europe, on est jumelés. Personne ne sait avec qui Toulouse est jumelée. Alors si, moi. Oui, vous êtes la Dame Europe, vous êtes la déesse. Oui. Elche, en Espagne. Bologne, en Italie. Oui, ça on peut savoir avec la Cinémathèque. Il y a un jumelage académique, donc, avec Bonn, en Allemagne. Alors, justement, il y a des petites villes autour de Toulouse qui, elles aussi, sont jumelées. Si vous leur dites des petites villes, on va dire des communes de diverses importances. Et il y en a dans toute la région Midi-Pyrénées et dans toute la France. Et en effet, en Midi-Pyrénées, nous avons fait un petit programme pour recenser ces jumelages. Et il y en a un certain nombre. Alors, le problème des jumelages, leur avantage, c'est que ça permet, en bilatéral déjà, c'est déjà pas mal, de connaître les citoyens d'un autre pays européen, d'une autre commune. En plus, ils peuvent venir dans le village. Les jumelages se sont créés d'abord par le franco-allemand, avec les jumelages franco-allemands pour, entre autres, recoller les morceaux, recréer du lien, retisser du lien. Mais il y a eu beaucoup de jumelages qui ont été les conséquences des différentes migrations espagnoles et portugaises en ce qui nous concerne. Et donc, en Midi-Pyrénées, ce sont les plus nombreux. D'accord, allemand, espagnol et portugais. Alors, donc ça, c'est après la guerre. Alors, on faisait des échanges, voilà, le troisième âge, le match de foot, l'équipe de foot, etc., de rugby, pardon.
aussi. Mais ils s'essoufflent, ces jumelages. Alors, c'est là le terreau pour recréer du lien aussi. Et il existe, c'est ce que nous disons aux élus lorsque nous faisons, aux représentants des comités de jumelage, lorsque nous faisons des formations, parce qu'il y a des financements pour les aider à organiser des échanges. La Maison de l'Europe est très active. La Maison de l'Europe est très active, ça fait 27 ans, donc elle a de quoi s'occuper. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Le but, c'est que le jumelage ne soit pas un mot vain. Alors, que les jumelages vivent et se renouvellent. Voilà. Ils se sont créés après la guerre et depuis. Et souvent, les présidents de comités de jumelage nous disent, ou les élus nous disent, comment est-ce qu'on peut redonner du souffle? Comment est-ce qu'on peut faire autre chose que des choses très gentilles et très porteuses. Mais il faut savoir que le jumelage, c'est aussi du développement local. On peut avoir des jumelages sur des productions communes ou sur des problématiques communes que l'on essaie de résoudre ensemble. Et puis, il y a un outil, on parlait des jeunes tout à l'heure, que nous préconisons parce qu'il ne coûte pas un centime. C'est ce qu'on appelle en très bon français le e-twinning, c'est-à-dire le jumelage électronique. Pour les classes. C'est-à-dire que la classe d'un village jumelé peut se jumeler de manière électronique. Voilà, c'est une connexion Internet sur un projet. Et après, on peut aller se voir, se visiter. Geneviève Saint-Hubert, je dois vous arrêter là. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Donc, de toute façon, on vous reverra sûrement dans les reportages de TLT avec ce qui se passera à Pierre-Baudis et ce qui se passera place du Capitole. En tout cas, c'est ce joli mois de mai, cette semaine européenne. Ce qui est important, c'est de dire 3 secondes sur le site de la mairie de Toulouse et sur le site de la Maison de l'Europe, maison-europe-.eu. On a tout le programme. On tape Europe Toulouse, on a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Merci dans la seconde partie, Greg Lamazère.